Al, en tant que diététicien nutritionniste. Donc là, je poursuis actuellement une licence nutrition alimentation et dans cette licence, je peux euh, avoir une formation qui s'appelle Hub House et qui est possible pour tous les étudiants de l'université d'Artois pour créer quel que soit donc un projet. Et moi, ça serait donc créer mon cabinet en libéral. Donc, moi, ce serait plutôt une question par rapport au statut juridique, où la plupart des intervenants nous disent que le micro-entrepreneuriat est la meilleure des solutions, mais moi, j'ai besoin de savoir le statut libéral, plus précisément, quelle différence il peut y avoir avec le la micro-entreprise, et voilà, s'il y a une distinction, par exemple, entre les patrimoines, si, voilà, s'il y a, euh, Bien, alors on va réfléchir à tout ça. Le monde libéral t'offre en effet plusieurs structures. La première qui vient à l'esprit et qui est la première pour aller vite au niveau de l'inscription, c'est la micro-entreprise qui te permet d'aller jusqu'à un chiffre d'affaires environ de 76 000 euros, qui t'accorde par rapport au chiffre d'affaires une comptabilité relativement simple, c'est-à-dire de faire l'enregistrement de tes prestations et à la fois en même temps de bien faire une distinction selon les types de prestations, ça c'est pour toi, mais ça se résume pour la micro-entreprise à une déclaration trimestrielle du chiffre d'affaires sur laquelle on va te prélever environ 22,40 qui servent à quoi? Ces 22,40, ça sert à protéger à la fois la sécurité sociale, donc tu vas cotiser à la maladie, tu peux aussi te rapprocher d'une mutuelle pour cotiser, tu vas dépendre d'une caisse de retraite qui s'appelle la CIPAV et qui accumule des points par rapport au chiffre d'affaires déclaré. Plus tu déclares de chiffre d'affaires, plus tu payes de cotisation, plus tu as forcément la possibilité d'avoir une retraite plus importante. Donc, c'est le premier régime qui s'impose à tous au départ, car c'est le plus simple, le plus rapide pour pouvoir exercer avec un numéro, bien sûr, de SIRET, hein, qu'on appelle le CABIS, mais qui se fait uniquement au niveau de l'URSSAF, c'est-à-dire qu'il y a une seule déclaration à faire, c'est au niveau de l'URSSAF. Au niveau de la protection patrimoniale, il est évident que quand on crée une micro-entreprise et qu'on s'engage dans des investissements à crédit, il est évident que le banquier va demander un certain nombre d'informations financières, comptables, que le micro-entrepreneur aura des difficultés à apporter dans la mesure où s'il ne fait pas aussi qu'on se contente pardon, de faire ce qui est recommandé par la loi, il a qu'un journal de recettes et un journal de dépenses. S'il fait appel à quelqu'un qui est assez compétent, il pourra lui faire un prévisionnel, je dirais, réaliste, qui lui permettra au banquier de faire un prévisionnel sur les 3 premières années et qui permettrait, avec, je dirais, la renommée de celui qui a préparé le prévisionnel pour ce micro-entrepreneur, d'avoir plus de chances d'être aidé par un banquier. Après, il y a les relations personnelles entre le micro-entrepreneur et son banquier habituel, qui l'a connu comme étudiant, qui l'a connu à travers sa famille, et j'en passe et des meilleurs. Donc il y a tout le passé du micro-entrepreneur avec la banque qui peut jouer un rôle pour des financements, je dirais, un peu plus importants que le fonds de roulement, qui est le fonds nécessaire pour que l'entreprise roule. Elle a des décalages entre le moment où elle va commencer à encaisser ses honoraires et le moment où elle a besoin d'investissement. On a besoin, bien sûr, d'un local, on a besoin de quelques équipements, bureaux, téléphones, etc., qui sont nécessaires à notre travail, mais qui coûtent un peu d'argent. Et pour cela, si on n'a pas les fonds de trésorerie au départ nécessaires pour attaquer, je dirais, ces modestes investissements nécessaires à l'ouverture, il faut éventuellement payer aussi 2 mois de loyer si on loue, et j'en passe et des meilleurs. Donc il faut évaluer le montant de l'investissement initial, voir si les apports de micro-entrepreneurs sont suffisants, si pas suffisants, négocier avec la banque à travers tout ce que je viens de dire. Ça, c'est
le premier régime qui a séduit environ au total 1 300 000 micro-entrepreneurs, dont 800 000 actuellement ont une véritable déclaration. Ce qui amène donc deux statuts. Il y a le micro BNC qui t'intéresse, puis il y a le micro BIC qui lui va, puisque c'est des achats-reventes, en conséquence, les chiffres d'affaires maximum sont plus élevés. Ils sont autour de 175 000. Je simplifie les choses pour rester dans la micro. On trouve beaucoup de micro-entrepreneurs chez les marchands de marché, par exemple, qui s'installent comme fruits et légumes et qui vendent des légumes sous l'égide de la micro-entreprise. Et il y a aussi beaucoup de micro-entrepreneurs dans le domaine de l'informatique service, c'est-à-dire qui font des dépannages d'entreprises ou de particuliers, où le particulier peut avoir aussi un crédit d'impôt pour se former à l'informatique et tout ça. Il y a des gens qui cumulent à la fois l'aspect relatif à la micro-entreprise, mais l'aspect relatif aussi aux incitations que nous trouvons à travers le chèque emploi-service, qui permet à ceux qui suivent des cours d'informatique de récupérer sur la facture 50% de la facture. Et ça, c'est le moyen pour certaines personnes de se faire valoriser auprès des services, je dirais, de formation et services, je dirais, sociaux, de pouvoir faire bénéficier à ses clients du chèque emploi-service. Ça, c'est pas des honoraires dans ce cas-là. Normalement, chèque emploi-service, c'est des salaires. Donc, un jeune comme toi, il peut combiner à la fois la société, si jamais tes services étaient acceptés dans le social, tu pourrais bénéficier à travers ta casquette, je dirais, de particulier avec un numéro de sécurité sociale. Tu pourrais bénéficier, si tu fais des travaux qui sont éligibles au crédit impôt des particuliers, là, qu'on appelle ce crédit impôt, pourraient bénéficier les personnes qui font appel à tes services de 50%. Mais là, je ne peux pas te répondre, je réponds simplement que la micro, c'est le procédé le plus simple, mais il ne protège pas le patrimoine. En ce qui concerne les autres structures les plus adaptées à une certaine forme de pérennité, tu as l'entreprise individuelle qui n'a rien à voir avec la micro, puisque là, tu es obligé de faire une comptabilité parfaite, c'est-à-dire les recettes, les dépenses bien élaborées, faire une déclaration qu'on appelle la 2035, qui est une déclaration relativement facile à établir, mais qui est une déclaration qui va un peu plus dans le détail que la micro. L'avantage, c'est que tu as une comptabilité qui est beaucoup plus éclairante, mais au niveau de, comment je pourrais dire, au niveau de la protection patrimoniale, c'est pas plus protégé que la micro. Mais c'est beaucoup plus sérieux parce que tu es une entreprise, tu peux mettre un nom d'entreprise comme tu peux mettre un nom à la micro qui est un nom qui t'appartient, pas forcément ton nom. Tu peux lui baptiser par exemple Nutrition Plus, je dis n'importe quoi, ou bien Diététique Plus, ou ça existe peut-être, donc il faut faire attention aux mots, mais par exemple Nutri et Diététique, voilà, des noms à chercher, aussi bien pour la micro que pour le réel. Alors en ce qui concerne la micro, tu peux faire, en ce qui concerne la micro, tu es limité au chiffre d'affaires, mais là, l'avantage de l'entreprise réelle, c'est que tu n'es plus limité au chiffre d'affaires, mais attention, la grande différence, c'est qu'au niveau des cotisations sociales retraite, et puis sécurité sociale, au niveau de la protection maladie, décès, etc., ou accident de travail, là, tu ne payes plus sur le chiffre d'affaires, tu payes sur un résultat fiscal. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus logique de payer sur un résultat fiscal qui est la différence entre ce que tu vends et puis les charges que tu as eu à supporter. C'est le résultat de ton travail et non pas le résultat d'un chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires, certes, ça va vite pour déclarer, puisque en micro-entreprise, tous les trimestres, tu ne déclares qu'un chiffre d'affaires et l'URSSAF te prélève sur un compte que tu as dû indiquer à l'URSSAF. L'URSSAF te prélève 22,40 de ton chiffre d'affaires. Ce qui peut paraître important, mais en même temps facile et important. En ce qui concerne ensuite le problème de la micro-entreprise, après avoir payé tes cotisations,
ton résultat fiscal découle d'un pourcentage qui est égal à 50% de ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que la micro-entreprise, si tu as fait, mettons, 60 000 d'honoraires, tu vas payer des cotisations sociales qui sont actuellement donc de 22,40, donc ça fait déjà 22,40 en moins, et ensuite tu vas payer ton impôt sur le revenu sur 50% de ton chiffre d'affaires. Donc l'impôt sera plus ou moins important selon ta situation de famille, célibataire, marié, etc., le nombre de parts. Donc l'impôt pour 60 000, ça fait 30 000 euros de bénéfices à supporter l'impôt. Je prends un exemple, ça ne va pas être un impôt qui va, donc, mais ça fait encore des impôts qui s'ajoutent pour calculer ce qui va me rester après mes impôts et puis mes charges sociales. Tu enlèves déjà 22,40, tu enlèves environ, allez, sur 30 000, tu enlèves environ 3 000 euros d'impôts. Ben, ça fait déjà 22,40 plus 3 000 euros, tu calcules ce qui va te rester sur 60 000. Voilà, c'est comme ça, mais après, avec ce qui va te rester sur 60 000, c'est pour payer à la fois tes autres charges de fourniture de bureau, de téléphone, de diverses invitations au restaurant, participation à des formations. Tout ça va rentrer dans les charges et le reste à vivre, ça va dépendre de tout ce qui va rester en micro-entrepreneur à travers donc tout ce que je viens d'élaborer. Par contre, si je reviens maintenant à l'entreprise réelle, si le chiffre d'affaires est de 60 000, les charges étant calculées à leur valeur réelle, de 60 000, on arrive peut-être à 32 000 de résultats fiscal. Sur 32 000, tu vas payer des impôts. Sur 32 000, comme un commerçant, comme un médecin, comme un kiné, tu vas payer des impôts sur 32 000, ce qui va te laisser en net 27 000. Donc, quand tu compares les deux situations, micro et entreprise individuelle, tu dois te conforter au niveau du reste à vivre. Le reste à vivre, c'est important après avoir payé toutes mes charges. Qu'est-ce qui va me rester à vivre? Ça, c'est la première démarche. Il est évident que dans le démarrage d'une entreprise comme la tienne, les charges réelles sont bien souvent supérieures au forfait accordé par l'administration au micro. C'est pour ça qu'on considère que la micro, c'est vraiment quand tu fais pas beaucoup de chiffre d'affaires, mais là, tu peux pas le savoir. Tu démarres dans une activité, tu peux pas savoir. Il faut faire une étude de marché. Il faut aller voir les médecins. Il faut aller voir tous ceux qui peuvent être des prescripteurs de ton activité. Car toute entreprise, quel que soit l'habit juridique, elle découle d'une étude de marché. Et cette étude de marché, quelle que soit l'activité, est indispensable pour toi d'abord, mais pour ceux qui peuvent t'aider, en particulier le banquier. S'il s'appuie sur une étude de marché réaliste, il sera beaucoup plus ouvert que celui qui vient avec ses belles paroles mais qui n'a aucun document à présenter. Combien, par exemple, consomme le département du Pas-de-Calais en soins nutritionnistes ou diététiques? C'est déjà un élément que tu peux avoir sur l'INSEE, que tu peux avoir sur le CREDOC. Parce que moi, je suis expert comptable, mais je suis un expert comptable vigilant. C'est-à-dire que je n'encourage jamais quelqu'un qui va dans le brouillard. J'essaye d'éclairer au mieux le futur de ce créateur. Et quelquefois, je lui dis, c'est pas la peine, tu perds ton temps, c'est pas la peine de rester sur ce projet, tu n'as aucune chance d'exister. Dans la mesure où, si tu t'installes, il faut que tu détermines ce que j'appelle la zone de chalandise. La zone de chalandise, c'est la zone de ton marché géographique que tu peux éventuellement intéresser. Il faut voir dans cette zone s'il y a de la concurrence. Il faut voir dans cette zone quel est le marché potentiel. À travers les statistiques de l'INSEE, du CREDOC, tu vas connaître combien les ménages dépensent en moyenne sur le diététique et la nutrition. Tu vas donc avoir un marché potentiel de la zone. Et si déjà la concurrence existe, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ton projet? Quelle est la part de marché que tu peux attaquer en chiffre d'affaires? Et tu vas déjà avoir, à travers cette étude de marché, tu vas déjà avoir une potentialité ou non
de rester sur la zone sur laquelle tu as décidé éventuellement de t'installer. Revenons donc aux structures juridiques. J'ai dit la micro, et ensuite c'est l'entreprise, je dirais, individuelle. L'entreprise individuelle est beaucoup plus, je dirais, vraisemblable au niveau de l'analyse des résultats. Elle nécessite quand même des charges supplémentaires, à moins que tu saches faire, mais c'est pas difficile de faire la compta d'un libéral, c'est de savoir distinguer les catégories de charges qui sont très simples à distinguer. Pour les honoraires, c'est à toi à distinguer parce que peut-être dans ton activité, tu as plusieurs types de services que tu rends. Pour savoir où tu vas, tu peux faire des colonnes de tes honoraires en distinguant la catégorie de service qui correspond à ton métier. Moi, je ne suis pas capable de te répondre, mais toi, tu es certainement plus capable que moi d'évaluer éventuellement les différents services proposés. En ce qui concerne maintenant les autres structures juridiques qui peuvent indirectement plus protéger le dirigeant que les autres structures que je viens d'évoquer. La première, c'est une petite entreprise sociétaire qu'on appelle le URL libéral. Le URL libéral, c'est une entreprise dans laquelle le patrimoine de l'exploitant est protégé. C'est-à-dire qu'on distingue le URL qui est, je dirais pour être clair, une SARL, entre guillemets, que je vais évoquer après, une SARL unijambiste, mais toi, comme tu au départ, tu es seul, j'essaye d'évoquer les structures juridiques où tu es seul. Donc le URL, c'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Elle n'a pas besoin de capital, c'est ça qui est très important. Elle a une structure qui nécessite des formalités administratives beaucoup plus importantes, c'est-à-dire au niveau de la banque, d'ouvrir un compte en banque, c'est obligatoire. Au niveau du registre de l'URSSAF, se faire connaître, mais là, avec une formalité un peu plus élevée que le micro-entrepreneur, parce que le micro, en 15 minutes, tu es inscrit en micro-entrepreneur, et le lendemain matin, tu peux attaquer. Mais là, tu as besoin d'avoir, je dirais, un certain nombre de statuts à présenter. Donc, il y a des statuts de URL tout préparés qui ne sont pas très, très compliqués à trouver. Ou si tu as un expert comptable qui peut t'aider ou quelqu'un dans ta famille, il y a des statuts de URL tout prêts. À toi de voir si le statut correspond à tes préoccupations et à ta surveillance. Mais là, normalement, le patrimoine de l'URL est différent du patrimoine du dirigeant et en conséquence, tu as forcément, je dirais, une meilleure protection patrimoniale. Le URL, la compta, c'est exactement la même, si tu veux la détailler, que l'entreprise individuelle, mais il y a des formalités, tu dois faire un assemblée générale, même si tu es seul, tu dois faire une assemblée générale, mais là, les modalités de l'assemblée générale sont très simples parce que tu es seul, et puis tu dois faire une publication pour toi au départ, mais si tu montes ton chiffre d'affaires, tu vas devoir publier si tes résultats, si ton chiffre d'affaires dépasse un certain montant, tu vas devoir publier tes informations au registre du commerce, mais là, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, les formalités comptables sont les mêmes. Il y a quelques formalités juridiques supplémentaires qui ne sont pas, à mes yeux, un obstacle impressionnant. Ensuite, la troisième formule, qui est la plus utilisable actuellement, parce qu'elle est une formalité comme le URL, il faut se faire inscrire là, au registre du commerce, c'est la SAS, qu'on appelle la SASU. Pourquoi la SASU? C'est une société anonyme simplifiée, unipersonnelle, c'est-à-dire avec un seul dirigeant. La SASU a l'avantage de ne pas avoir besoin d'un capital, elle n'a pas besoin d'utiliser un commissaire aux comptes, elle a les mêmes obligations comptables que n'importe quelle entreprise individuelle ou URL, mais elle a l'avantage de donner une structure juridique mieux acceptée par le banquier, c'est-à-dire, pour être clair, je dirais que tu as un habit, la SAS, qui te donne plus de crédibilité que l'habit EURL ou l'habit éventuellement micro. C'est-à-dire, tu apparais aux yeux du public, même aux yeux de tes clients, pour ceux qui connaissent un peu, tu apparais quelqu'un
entre guillemets, de plus solide, d'avoir donc une carte de visite professionnelle déjà en étant billet en SAS, SASU, j'ai bien dit, la SASU, tu as une reconnaissance, entre guillemets, de renommée juridique plus importante. Mais j'avoue que c'est pas ça qui va empêcher de te casser la figure éventuellement, parce que tout projet d'entreprise, en parlant de structure juridique, doit être précédé d'une étude de marché qui doit être la plus complète possible, d'abord pour te sécuriser avant d'attaquer toute structure, et ensuite de sécuriser tes véritables partenaires qui peuvent être justement des fonds régionaux, parce que tu peux avoir des fonds de la région qui te prêtent ou qui te donnent des subventions pour te créer. Mais la condition qui paraît évidente pour créer, c'est que quand tu crées une entreprise, d'abord, il y a une règle que tu dois bien dire à ceux qui veulent t'aider, c'est que je crée mon propre emploi. Et ensuite, je mettrai tout en œuvre, pourquoi pas, si les affaires marchent bien, de créer d'autres emplois. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un emprunt, pour avoir des subventions, il faut apporter la preuve que ton emploi créé sera viable, mais aussi que par la progression de ton entreprise, tu pourras un jour, et le jour le plus proche possible, créer d'autres emplois. Donc je rappelle, pour être clair, qu'il y a plusieurs formules qui apparaissent intéressantes pour ton projet après l'étude de marché, je répète, c'est la micro, c'est l'entreprise individuelle, c'est l'EURL et la SASU, EURL libérale et la SASU libérale. En dehors de ces éléments-là, je ne vois pas, en ce qui concerne le peu d'informations que j'ai sur toi, d'autres formules. Ai-je été clair, mon cher Théo? Très, très bien. Mais du coup, c'était mon tuteur qui était aussi diététicien en libéral et qui, lui, avait le statut libéral, du coup. Quoi, le quoi? Le statut libéral. Le statut libéral, c'est ce que je viens de dire. C'est les statuts libéraux à travers. Tu peux pas. Il n'y a pas un statut qui s'appelle libéral. Ce que je t'ai expliqué, derrière ces 4 structures juridiques, tu auras le statut libéral. C'est-à-dire Ok. que tu ne seras pas salarié, tu auras le statut libéral. D'accord, ok. Et si tu veux éventuellement te dire, mais moi je préfère éventuellement être salarié dans une structure, bah, la SAS prévoit la possibilité de salarier le président. Donc, tu te prendrais un salaire si les revenus générés par la SAS sont suffisants, tu serais une SAS libérale, une SASU libérale, et tu aurais le statut de salarié en tant que président. Mais tout repose sur les recettes obtenues. On ne peut pas se donner un salaire si on n'a pas de recettes. Donc, à la fois, pour des raisons diverses, si tu veux te protéger au maximum et avoir la meilleure sécurité, il faut d'abord avoir une étude de marché qui tienne la route. Deuxièmement, le statut qui est le plus intéressant pour choisir soit le revenu, je dirais, salarié à l'intérieur d'une structure, c'est la SAS. Tandis que dans l'EURL, dans l'entreprise individuelle, dans la micro-entreprise, tu ne peux pas être salarié de cette structure. Tu ne peux être salarié que dans la SASU. Mais soyons logiques, on peut payer un salarié dans une structure que si les chiffres d'affaires sont suffisants pour permettre de payer un salaire. Parce que quand on est salarié, on a l'employeur, ce sera la SAS, le salarié, ce sera le président, mais il faudra payer les charges patronales et les charges salariales qui seront retenues sur la fiche de paye du président. Mais tout cela découle, et c'est du bon sens, de la capacité de la SAS ou de toute autre structure de générer du chiffre. Mais pour générer du chiffre, il faut partir non pas dans le brouillard, il faut partir avec une étude de marché. Et j'avais vu dans la micro-entreprise, on pouvait faire une déclaration d'incessabilité, c'est possible pour protéger le patrimoine? C'est que tu peux faire chez le notaire au niveau de ton habitation. D'accord, Oui. ok. C'est intéressant à savoir.
Oh, c'est clair, net et précis. Est-ce que D'accord. tu as tout l'enregistrement, mon garçon, pour me réécouter? Et retiens bien, que aucune entreprise ne résiste si elle n'a pas fait une étude de marché. T'as Ouais, bah, beau- je suis en train de la faire. Ouais. il faut que tu la fasses, il faut que tu veux t'installer dans quelle région? En Bretagne, C'est bien, donc c'est une région que je ne connais pas. Dans quel département? dans le Morbihan, à Vannes. Ah, À Vannes. ah, je connais. Je suis allé pas tellement longtemps, c'est une très belle ville. C'est beau, hein? Ah, c'est bien. Et tu es là actuellement, tu es par là, là? Tu es là? Non, là, je suis sur Orléans. Tu travailles encore là? Tu fais un stage ou bien? Bah, là, je fais une formation qui substitue le stage. D'accord, très bien. Donc, ben Van, il faut que tu recherches sur les sites suivants, donc le Crédoc. Tu recherches également sur, tu te rapproches, s'il te plaît. Note tout ce que je vais te dire là. Tu te rapproches de deux fédérations des libéraux qui intéressent tous les libéraux, mais qui font des statistiques par profession. Et tu peux avoir donc deux fédérations qui peuvent te renseigner. C'est en particulier la fédération UNASA, U-N-A-S-A. Tu vas sur le site UNASA. Si tu n'arrives pas à voir, tu m'envoies un mail et j'essaierai de te trouver les statistiques. Et deuxième site important, tu vas sur le site, je te donne les syllabes, A-R-A-P-L, A-R-A-P-L, Association régionale des professions libérales. Association régionale agréée des professions libérales. Je rappelle, A-R-A-P-L. En Bretagne, il y a plusieurs ARAPL qui peuvent indiquer, et moi je prendrais le culot de demander les numéros. Si tu vas sur les sites des deux fédérations qui couvrent toute la France, tu iras, normalement, elles te font une carte de France avec leurs régions représentées par des associations qui sont adhérentes, l'une de l'UNASA et l'autre de l'ARAPL. Et grâce à ces deux fédérations, si tu n'arrives pas à trouver les éléments d'information qui te sont nécessaires au niveau des diététiciennes ou des diététiciens, eh bien, tu m'envoies un mail, j'essaierai de moi les avoir. Mais ça, c'est formidable. Je vais essayer de demander, justement, dans mes auditeurs, tu as de la chance, dans mes auditeurs, tu as un gars qui est directeur d'un organisme agréé, c'est-à-dire, il est lui dans les Hautes-Marne, mais ça n'empêche pas qu'il a des relations avec tout le monde. Je vais lui demander s'il peut m'avoir des statistiques sur les diététiciens et je te les renverrai. Ah, c'est très gentil. Voilà. Et je pense, mon garçon, que j'ai fait le tour. Ça fait 28 minutes, 10 minutes, 28 minutes, 12 secondes que nous sommes ensemble. Est-ce que tu as des questions? Eh ben, je n'ai plus d'autres questions. Vous m'avez tout bien expliqué. C'est très gentil à vous. D'accord. Et retiens bien ça, et tu peux le diffuser à des collègues qui auraient les mêmes préoccupations que toi. D'accord, très bien. Et puis tu peux le remettre aussi à Monsieur Martin, qui sera ravi parce que Monsieur Martin, c'est comme, tu dirais, une personne qui est dans ma famille, quoi, dans ma tête. Parce que c'est D'accord, quelqu'un ok. qui respecte beaucoup et qui fait tout pour aider ses étudiants, comme Madame Elisabeth Facompré, qui sont tous les deux des professeurs que j'admire et qui sont devenus mes amis. Voilà. Je te souhaite, Théo, à ta disposition, mon garçon, pour te compléter tes infos. Mais ce que j'ai dit là au niveau de l'étude de marché, je vais essayer de te donner le maximum d'infos. À très bientôt. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir, mon garçon.